Bonjour à toutes et tous. Merci beaucoup au comité scientifique d'avoir retenu cette présentation et merci beaucoup aux deux modérateurs ici présents de m'accompagner dans cette lourde tâche qui était donc de refaire un petit peu le point sur la gestion de la fibrillation atriale en réanimation. Et j'ai appris beaucoup de choses aussi qui m'ont permis de faire un algorithme à la fin de la présentation. J'espère qu'il pourra vous servir. On va s'appuyer énormément sur les recommandations des sociétés savantes et en particulier les recommandations européennes, la Société de cardiologie, l'ESC, paru en 2020. Donc on repart sur des bases. Qu'est-ce que la fibrillation atriale? Comment doit-elle se diagnostiquer? C'est les premiers éléments qui figurent dans cette recommandation. Ça nécessite la réalisation d'un électrocardiogramme, 12 dérivations ou au minimum un déroulé sur une seule dérivation de 30 secondes pour confirmer la présence d'une tachycardie irrégulière, AQRS plus ou moins fin, ça peut être variable, en tout cas sans onde de P. D'accord? Donc on ne juge pas d'une FA simplement sur un scope, il faut faire à minima un électrocardiogramme. Et les dernières recos ont simplifié la classification des fibrillations atriales. On parlera principalement de la fibrillation de novo dans ce topo, et on va la nommer paroxystique lorsqu'elle dure moins de 7 jours, et elle sera permanente au-delà de 7 jours. Donc une FA paroxystique n'est pas uniquement une FA qui a duré 30 minutes ou 12 heures dans votre service, mais un patient qui aura une FA qui a duré moins de 7 jours. Il faut savoir que c'est le trouble du rythme le plus fréquent que vous rencontrerez en réanimation. Ça touche près d'un patient sur deux qui fait un choc septique. Et selon les cohortes, 8 à 20% des patients dans les réanimations médico-chirurgicales. On va parler de tout type de FA paroxystique en réanimation et pas uniquement la FAPO, la FA post-opératoire, sur laquelle vous trouverez pas mal de présentations, notamment de la SFAR et de l'Arcotova. Mais on va évoquer ces FA qui sont plus médicales. Sachez que quand vous avez un patient qui présente une FA de novo dans votre service, même si vous cherchez à le réduire, pendant la première semaine, près d'un patient sur deux va récidiver une première fois et près de 20% vont récidiver une deuxième fois leur FA. Et la réduction spontanée à J7 concerne à peu près 97% des patients. C'est-à-dire que il restera à peu près 3% de vos patients qui à J7 seront toujours en FA permanente. En termes de physiopathologie, la survenue de la FA de novo en réanimation est la conjonction à la fois d'un remodelage atrial et de triggers pro-arythmogènes. Ce remodelage atrial, il est à la fois lié à un remodelage qui est structural et également électrique. Dans le choc septique, par exemple, et ça a été démontré en particulier chez l'animal, certaines toxines bactériennes vont entraîner un remodelage propre de l'oreillette gauche qui fait le lit des épisodes de fibrillation atriale. L'état d'inflammation aiguë que rencontrent nos patients en réanimation entraîne également une infiltration cellulaire qui peut intervenir au niveau du myocarde. Et le stress oxydatif font aussi le lit de la survenue de cette EFA, sur lequel vont se rajouter des triggers qu'on connaît bien en réanimation, l'utilisation de vasopresseurs, d'inotropes, les désordres hydroélectrolytiques, au premier rang duquel l'hypokaliémie, l'hypomagnésémie, et également des dilatations atriales qu'on peut voir en cas de remplissage ou de balance hydrosodée très positive. Dans cette étude qui reprenait plus de 3000 patients, 10% des FA de novo, vous voyez que les triggers associés à la survenue de la FA de novo étaient l'hypotension, les épisodes hypotensifs que vont avoir nos patients, mais également l'usage de vasopresseurs, d'inotropes, le sepsis, des balances hydrosodées qui sont très largement positives, et il n'est pas rare d'avoir des patients qui ont pris 5-10 kg parfois au bout de 2-3 jours. La présence de cathéters artériels pulmonaires ou de cathéters veineux centraux, et par exemple l'hypokaliémie. Alors, il y a des conséquences cliniques immédiates qu'il faut connaître et des conséquences cliniques à plus long terme. En termes de conséquences cliniques immédiates, le risque pour vos patients est de présenter une décompensation hémodynamique. Elle est à mettre en lien en particulier avec la perte de la systole auriculaire qui va se traduire par des modifications et notamment une diminution du volume d'éjection systolique assez variable qui va conduire à une chute du débit cardiaque. Certains patients vont en payer le prix plus que d'autres, en particulier les patients qui ont un terrain de cardiopathie structurelle, et en particulier les sujets âgés ou des patients qui ont des dysfonctions diastoliques. Les patients qui présentent des dysfonctions myocardiques au cours du sepsis, des dysfonctions septiques, et l'état de stress adrénergique que subissent nos patients qui va entraîner une réponse ventriculaire rapide et des fibrillations qui vont être très rapides. Ces patients-là vont perdre l'adaptation physiologique à l'effort, au cours du SDRA par exemple, et ont un risque thromboembolique majoré du fait de la stase et du flux turbulent dans l'oreillette gauche.
La même étude, plus donc 3000 patients, 10% de FA, et les auteurs signalaient les signes cliniques immédiats présentés par les patients. Et vous voyez que plus d'un patient sur 3 fait l'objet d'une instabilité hémodynamique. Un quart des patients ont une réponse ventriculaire rapide à plus de 150 battements par minute, et on a quand même plus de 10% qui présentent des signes d'ischémie myocardique aiguë ou d'insuffisance cardiaque. Les conséquences à plus long terme, elles nous concernent tous et on va y être de plus en plus confrontés avec le développement de la consulte post-réanimation. Et c'est là que vous allez revoir vos patients qui auront présenté de la FA de novo. Et ça concerne quand même un nombre non négligeable de patients, la survenue d'AVC, par exemple, après ces épisodes de FA de novo. Dans ce papier de l'ESC, paru l'année dernière, les auteurs ont apparié des sujets contrôle à des patients qui avaient fait l'expérience d'une FA de novo en réanimation paroxystique, plus de 4000 patients quand même, 250 services de réanimation. Et donc, ils ont démontré qu'on avait d'une part une augmentation de la mortalité à long terme, à partir du moment où le patient a présenté de la FA en réanimation, et c'était aussi vrai avec une augmentation des hazard ratios pour le taux de réhospitalisation avec une nouvelle fibrillation atriale, le taux d'hospitalisation pour un AVC ou pour un épisode d'insuffisance cardiaque. Donc des complications immédiates et des complications à plus long terme qui doivent nous interroger et nous faire être assez clairs dans notre prise en charge de la fibrillation. Alors on a de nombreuses questions et ce topo m'a questionné à de nombreux égards. Est-ce qu'il y a des facteurs réversibles sur lesquels on peut jouer ? Peut-on prévenir l'apparition de la FA de novo en réanimation ? Est-ce que la stratégie optimale est plutôt d'essayer de contrôler la fréquence cardiaque ou plutôt le rythme ? Mais dans tous les cas, ce qu'il faut en retenir, c'est qu'on est toujours face à cette balance bénéfice-risque des traitements que l'on va introduire, que ce soit des antiarythmiques, bêta-bloqueurs, des anticoagulants. Et l'approche, elle doit être multimodale. On va parler assez rapidement de la prévention et du traitement des facteurs favorisants. Dans les guidelines, souligne essentiellement la prévention donc préopératoire, parce que par essence, on ne peut pas prévoir un passage en réanimation, mais ça concerne les patients particulièrement de chirurgie cardio-thoracique. Et je vois qu'il y a de nombreux anesthésistes ici qui travaillent dans ces secteurs-là. Il est recommandé d'optimiser l'hémodynamique de vos patients dans la période périopératoire, de corriger les troubles ioniques, bien sûr, et d'essayer d'identifier les patients les plus à risque. Dans tous les cas, on est enjoint à continuer et à limiter la durée d'interruption des traitements bêta-bloqueurs pour les patients qui seraient traités de façon chronique et de considérer également l'utilisation du sulfate de magnésium en particulier pour essayer de limiter les hypomagnésémies qui sont concomitantes à ce périopératoire. Dans tous les cas, ce n'est pas une raison pour introduire un traitement bêta-bloqueur en période périopératoire de patients qui étaient naïfs de bêta-bloqueurs parce que vous risquez d'aggraver leur pronostic. On parle plutôt des patients de chirurgie cardio-thoracique ici. Ensuite, vous allez vous poser la question, votre patient vient de présenter un épisode de fibrillation atriale, de novo, il était en rythme sinusal quelques heures avant, il rentre pour un choc septique et vous allez vous demander si cette fibrillation est bien tolérée. Si elle est bien tolérée, on va passer au raisonnement un petit peu à la question suivante. Si elle est mal tolérée, c'est-à-dire que cette perte de la systole atriale entraîne une réduction du VES qui est responsable d'une chute du débit cardiaque, c'est-à-dire que votre patient va être hypotendu et de façon majeure. On a des patients qui peuvent être à 40, 50 de PAM. On a du mal à faire remonter assez rapidement. Ça peut être très mal toléré au niveau de leur état de conscience, au niveau de l'hématose. Dans ces cas-là, il est clairement recommandé par toutes les sociétés savantes d'administrer sans attendre un choc électrique externe, même si le patient n'était pas sous anticoagulation curative jusque-là. Vous voyez, c'est une recommandation de grade 1. Vous devez choquer les patients qui sont en FA de novo et qui sont très mal tolérés. Un petit mot sur la cardioversion et finalement le taux d'efficacité de la cardioversion quand vous l'envisagez. C'était une étude parue dans CCM qui date d'un peu moins de 10 ans, rétrospective, mais qui avait le mérite de regarder dans un hôpital universitaire, c'était particulièrement de la chirurgie cardiaque, finalement le taux de conversion et de maintien de la cardioversion un peu à distance du choc. Vous voyez, vous avez le nombre de chocs cumulés, premier, deuxième, troisième choc. Et au premier choc, on avait un patient sur 2 qu'on avait réussi à réduire. Au deuxième choc, on augmente un peu. Et au troisième, un petit peu plus, sans qu'on soit à 100% de taux de succès. Je pense que vous avez tous fait l'expérience en réanimation. Ce n'est pas parce que vous choquez, malheureusement, que vous allez y arriver. Et quand on regarde le taux de conversion en rythme sinusal, donc 71% immédiat, et le maintien des patients en rythme sinusal n'était même pas d'un quart des patients à H24. On avait 23% des patients qui avaient conservé ce rythme sinusal.
Alors, donc on s'est posé la question de la tolérance hémodynamique. Il ne tolère pas bien, je choque, et après je vais réfléchir. Il tolère bien, j'ai un petit peu plus le temps de m'organiser, de réfléchir et de prendre en compte de multiples facteurs. Vous allez vous poser la question, finalement, est-ce que je dois contrôler la fréquence? C'est-à-dire qu'on pense que les effets secondaires à la FA sont liés au rythme ventriculaire rapide, à la réponse ventriculaire rapide, ou est-ce que vous allez plutôt vous engager dans une stratégie de contrôle du rythme quand vous pensez que les effets secondaires à la survenue de cette fibrillation sont liés à la perte de la systole auriculaire? On est d'accord, faire la part des choses semble assez difficile, mais c'est la manière dont c'est quand même formulé dans les recommandations. Ou wait and see. Je vous rappelle, 97% des FA réduites à J7, donc de patients qui n'auront pas de FA permanente. Donc, que disent les recos en termes de contrôle de la fréquence ventriculaire? Donc, on est sur le rate control. Donc, je vous le synthétise en reprenant les couleurs qui, selon le grade des recommandations. Le premier choix se porte vers l'utilisation des traitements bêta-bloqueurs ou des inhibiteurs calciques non dihydropyridine, diltiazem ou verapamil, si les patients ont une FEVG conservée. On discutera des possibilités d'utiliser ces médicaments en réanimation. On va être plutôt sur de la FAPO, du post-opératoire. Quand le patient présente une dysfonction cardiaque, on est enjoint à utiliser plutôt les traitements bêta-bloqueurs et ou la digoxine, avec pour cible de fréquence cardiaque, puisque vous n'êtes que sur du ralentissement, vous essayez de freiner la réponse ventriculaire aux alentours de 100-110 BPM, un grade 2A. Pour le patient instable, vous voyez, c'est la reco qui est en orange, ou qui présente une dysfonction VG sévère, on va rester sur de la cordarone IV avec un niveau de preuve qui est moins élevé que pour les bêta-bloqueurs. Voilà ce que préconisent les recommandations. J'ai repris le schéma qui est assez simple. Donc, pour le post-opératoire, vous n'aurez pas le même schéma pour les patients médicaux, par exemple sur le choc septique, parce qu'à l'heure actuelle, je ne les ai pas trouvés. Donc, patient post-opératoire de chirurgie cardio-thoracique, par exemple, qui présente une FA de novo. Est-ce qu'elle est bien tolérée? Si elle ne l'est pas, nous allons réaliser en urgence une cardioversion électrique, on l'a vu. Si elle est bien tolérée, en revanche, sous couvert, et on y reviendra, d'une anticoagulation, on rediscutera des délais chez nos patients. Est-ce que cette fibrillation est symptomatique ou est-ce qu'on doit faire du rate control? On va s'engager sur cette stratégie-là en essayant de ralentir la fréquence ventriculaire en utilisant principalement des traitements bêta-bloqueurs. On reviendra sur le rythme contrôle dans d'autres diapos. Voilà les principaux traitements qui sont proposés dans les guidelines que j'ai repris en reprenant les bêta-bloqueurs. Vous voyez qu'il y a de nombreux médicaments, mais finalement pas tant que ça en termes d'utilisation intraveineuse. L'esmolol, le landiolol. Les antagonistes calciques, verapamil, diltiazem, qui ont des limites à leur utilisation, en particulier les patients donc, qui ont des dysfonctions VG, ou qui ont des insuffisances rénales ou hépatiques, donc qui sont de maniement beaucoup plus difficiles et qui vont être vraiment bradycardisants, et ça peut être très mal toléré chez nos patients. Et un petit rappel pour la digoxine et la myodarone. Pour les bêta-bloqueurs, je vous rappelle qu'il faut essayer d'utiliser ceux qui sont le plus cardiosélectifs et qui sont théoriquement contre-indiqués chez les patients qui sont contre-indiqués chez les patients qui présentent une insuffisance cardiaque aiguë, et attention aux patients qui ont des antécédents de bronchospasme sévères, en particulier qui ont amené à des hospitalisations en soins critiques. Un petit papier que j'ai trouvé intéressant. L'étude ESMO-Sepsis, elle ne concerne pas les patients en fibrillation atriale, mais c'est l'équipe de Nancy qui a essayé d'étudier les effets hémodynamiques et anti-inflammatoires de l'esmolol dans le choc septique. L'idée, quand même, de l'équipe était de diminuer la fréquence cardiaque de 20% chez ces patients qui étaient inclus à la phase hyperkinétique du choc septique, et avec un nombre de sujets nécessaires à traiter pour montrer l'effet qui était de 31. Les auteurs ont inclus entre décembre 2013 et mars 2017. Ça a été difficile et laborieux. Vous voyez 9 patients stabilisés inclus. Pour vous dire quand même la marge thérapeutique étroite quand même de l'utilisation de ces médicaments dans cette pathologie-là. Quand on regarde les patients inclus, on voit qu'ils ont essayé de sélectionner, et c'est très large. Ça va de la candidémie à la pneumonie, à l'infection d'acide, à la péritonite, à l'infection des tissus mous. Et l'esmolol, en fait, leur schéma était de l'administrer pendant 6 heures et de l'arrêter et de regarder s'ils obtenaient la réduction de la fréquence cardiaque souhaitée.
Donc on voit qu'au cours du temps, la fréquence cardiaque va diminuer pour se rapprocher des objectifs qui étaient cités. Et elle a beaucoup diminué chez de nombreux patients, ce qui fait que l'étude a été arrêtée. Ils ont quand même réussi à la publier dans Critical Care et je trouve que c'est quand même un message important que livre cette étude. Et on voit qu'en parallèle, de fait, l'index cardiaque était aussi en chute libre, avec par contre, dès l'arrêt de la perfusion, une réaugmentation de la fréquence cardiaque et de l'index cardiaque. Donc l'utilisation précoce de l'esmolol chez ces patients en choc septique, même s'ils n'étaient pas en FA, est associée à davantage d'hypotension majeure, sévère et de chute du débit cardiaque. Un mot sur le landiolol. J'ai trouvé cet essai contrôlé randomisé, publié dans Lancet Respiratory Medicine en 2020, qui cherchait à étudier à la fois l'efficacité et la sécurité du landiolol dans cette indication, les tachyarrhythmies, au cours du sepsis. Plus de 50 hôpitaux universitaires qui ont inclus des chocs septiques et qui ont opposé le traitement conventionnel, standard of care, à l'infusion de landiolol, 1 gamma kilo-minute pour démarrer, sachant qu'au besoin, on pouvait monter jusqu'à 20 gamma kilo-minute en dose max, avec pour objectif quand même une fréquence cardiaque assez basse, vous le concéderez, pour des chocs septiques, 60 à 94 BPM dans les premières 24 heures. Donc là, vous avez ici les courbes de fréquence cardiaque, le landiolol étant en rouge et le bras contrôle en bleu. Et on avait bien une diminution de la fréquence cardiaque avec, pour autant, vous voyez, une pression artérielle systolique et diastolique qui était totalement comparable dans les deux groupes. Et quand on regarde donc le taux de patients qui avaient atteint la cible entre 60 et 90 BPM à H24, il est de 55% dans le bras landiolol contre 33% dans le bras contrôle, avec une différence entre les deux groupes de 23%. Donc cette étude a démontré ce qu'elle souhaitait démontrer sans pour autant qu'on ait d'impact sur d'autres outcomes qui nous intéressent davantage, mais elle n'était pas designée pour cela. En tout cas, en termes d'effets secondaires sévères, vous voyez, on en avait autant dans le groupe contrôle que dans le groupe landiolol, avec quand même davantage d'épisodes hypotensifs dans ce groupe-là. Ensuite, la dernière partie que j'aborde, finalement, c'est le contrôle du rythme. Si on décide d'opter pour cette option-là, les recommandations préconisent l'utilisation d'amiodarone intraveineuse, en particulier chez les patients qui présentent une insuffisance cardiaque ou une pathologie cardiaque sous-jacente. Sinon, on peut utiliser flécainide ou propafénone, mais voilà, de maniement plus difficile et contre-indiqué quand les patients ont des cardiomyopathies anciennes. La cardioversion va être recommandée chez les patients qui sont symptomatiques. Et attention, rappelez-vous, quand vous voulez faire une cardioversion pharmacologique, méfiez-vous des patients qui peuvent avoir une maladie de l'oreillette, des troubles conductifs ou des QT longs. D'accord ? Prenez le temps de vous poser ces questions-là. Il ne faut pas faire de bêtises. Les traitements préconisés, proposés, avec le respect des contre-indications et des précautions d'usage, sont l'accordarone, 5 à 7 mg/kg sur 1 à 2 heures, avec une dose d'entretien. Et attention, donc, ce qui est noté dans l'ESC, c'est attention au risque de thrombose veineuse profonde. Donc, utilisez quand même des accès centraux lorsque vous l'utilisez en intraveineux. Si vous avez la possibilité, préférez l'utilisation du cathé central. Attention aussi aux contre-indications plus classiques. On y reviendra. J'ai trouvé ce papier, landiolol versus amiodarone en réanimation pour le contrôle du rythme. C'était rétrospectif, de la FAPO, on est sur du post-opératoire de chirurgie cardiaque et ou vasculaire. L'idée des auteurs était de regarder le succès du traitement, c'est-à-dire le retour à un rythme sinusal. Donc là, on n'est pas sur du contrôle de la fréquence, mais on est sur du contrôle du rythme, où on voit le landiolol qui est testé, qui est regardé avec toutes les limites de ce travail rétrospectif. L'idée, c'était de regarder le retour à un rythme sinusal au moins 1 heure. Est-ce que ça vaut le coup d'être en rythme sinusal au moins 1 heure ? C'est discutable. Dans les premières 24 heures. 32 patients dans le groupe landiolol, 23 dans le groupe cordarone. Et vous avez ici la proportion de patients qui obtiennent la cardioversion et la rapidité avec laquelle ils l'obtiennent, le landiolol étant la courbe de haut et l'amiodarone en bas. Au final, le délai de conversion était de 75 minutes en médiane dans le groupe landiolol et 2 fois plus lent, on va dire, dans le groupe cordarone, de façon significative, sans qu'il y ait finalement... Enfin, si, quand même, davantage de bradycardie à déplorer dans le groupe cordarone et pas dans le groupe landiolol. On rappelle la toxicité de l'amiodarone. Alors, la toxicité chronique nous concerne peu, on va dire, c'est plutôt le problème des cardiologues. Mais n'oubliez pas que la cordarone est pourvoyeuse d'une toxicité de réaction immunoallergique pulmonaire avec des tableaux des manifestations cliniques qui peuvent être aiguës, subaiguës ou chroniques. Il faut savoir y penser puisque c'est un médicament qu'il faut arrêter en cas de toxicité supposée et qui nécessite après un traitement par corticothérapie. Un dernier mot sur l'anticoagulation. Qu'en est-il du risque embolique de ces patients et comment va-t-on procéder pour introduire une anticoagulation parentérale ? Cette étude
des Japonais, 2020 ICM, reprenait une cohorte de plus de 400 patients qui avaient présenté des épisodes de FA de novo, et vous voyez, le taux de stroke durant l'hospitalisation chez ces patients-là était quand même pas négligeable, près de 5%, avec pour autant des scores de CHADS en médiane à 1. Et je vous rappelle le papier que je vous ai montré tout à l'heure avec des hazard ratios qui montraient qu'on avait bien une augmentation du risque de stroke à distance des épisodes de FA de novo. Donc il faut que vous preniez en compte ce risque thromboembolique chez vos patients, d'autant plus qu'ils sont dans des périodes très inflammatoires, post-opératoires ou avec des pathologies médicales. Et il faut s'en accommoder pour prendre la bonne décision. Dans tous les cas, faute de mieux pour l'instant, on en revient à nos facteurs de risque d'AVC qui sont bien décrits et au score CHA2-VASc, je vous rappelle, les antécédents d'embolie artérielle qu'il faut prendre en compte, l'hypertension et l'âge, des pathologies cardiaques sous-jacentes, le diabète, la dysfonction cardiaque, le sexe féminin et la pathologie vasculaire. On en revient à ça pour stratifier le score. Et les recommandations européennes mentionnent pour les patients à la sortie de la réanimation, lorsqu'ils vont rejoindre leur domicile ou leur rééduc, d'introduire un traitement AOD plutôt qu'un traitement AVK, sauf si les patients sont porteurs d'une valve MECA, mais dans ce cas, on sait qu'ils vont être anticoagulés au long cours, ou s'ils sont porteurs d'un RM sévère, modéré à sévère. L'approche doit être basée sur les facteurs de risque par le CHA2-VASc, et c'est recommandé. Et l'anticoagulation est recommandée à partir de 2 chez l'homme, 3 chez la femme. C'est ce qui est dit pour ces patients-là qui ne sont pas toujours, on est d'accord, nos patients de réanimation, et probablement recommandé avec ces scores de CHADS un petit peu plus faibles. Dans tous les cas, rappelez-vous, notre rôle est d'effectuer la balance bénéfice-risque entre les traitements qu'on introduit et la pathologie du patient. On est dans des situations aiguës, particulièrement les premiers jours à risque hémorragique, selon que les patients sont médicaux ou chirurgicaux. Vous devez tenir compte du risque hémorragique du patient avant d'introduire un traitement qui peut clairement aggraver leur morbimortalité en favorisant bien entendu l'hémorragie. Les recos européennes, donc vis-à-vis de la cardioversion, une fois que votre patient vous avez choisi le cardioversé, soit il est anticoagulé, très bien, on fait notre cardioversion comme on le souhaite, soit il est instable, on le choque et on introduit le traitement anticoagulant rapidement si le risque hémorragique nous le permet. Et ensuite, finalement, sur la cardioversion, on va évaluer la durée de l'épisode de FA. Moins de 48 heures, on peut se dire qu'on va faire une cardioversion précoce ou on peut attendre la cardioversion spontanée, et les meilleurs candidats sont ceux qui ont le score de CHA2-VASc le plus bas, donc 1 chez l'homme, 2 chez la femme, ou qui n'ont pas d'antécédent d'événements thromboemboliques. Si vous décidez d'opter finalement de repousser la cardioversion provoquée, il faut attendre 3 semaines d'anticoagulation, donc souvent c'est plus trop notre problème chez nous, ou moins de 3 semaines du moment que vous avez une ETO qui ne retrouve pas de thrombus dans l'oreillette gauche ou dans l'auricule. Dans tous les cas, on va revenir sur la durée d'anticoagulation, mais c'est globalement 4 semaines à partir du moment où vous initiez le traitement, et après il faut faire revoir vos patients par le cardiologue pour juger du niveau de risque et de la poursuite ou pas du traitement. Un petit mot juste pour dire, les antiagrégants plaquettaires ne sont absolument pas recommandés dans la prévention du risque thromboembolique sur la FA, et le type de FA ne doit pas conditionner finalement l'indication de la thromboprophylaxie. Donc les cardiologues avec qui j'ai discuté de ce topo incitent vraiment sur la stratification vis-à-vis du risque thromboembolique, et les Américains sont à peu près d'accord aussi et fixent, eux, un délai à 48 heures de FA pour l'introduction du traitement anticoagulant pour au moins 4 semaines. En synthèse, votre patient de réanimation polyvalente médico-chirurgicale est hospitalisé dans votre service. Si vous êtes sur du post-op de chirurgie cardio-thoracique, vous allez essayer de prévenir la FAPO. Dans tous les cas, ne pas interrompre alors de façon la plus courte possible son traitement bêta-bloqueur, s'il en prend un, en périopératoire. Et vous avez essayé de limiter les triggers qui peuvent le faire basculer vers la FA, les troubles hydroélectrolytiques, l'hypomagnésémie, la surcharge hydrosodée. Votre patient présente une tachycardie irrégulière sans onde P, des novos. Donc vous êtes face à ce qui ressemble à une FA, vous allez le confirmer au moyen d'un électrocardiogramme, 12 dérivations, ou simple, mais au moins 30 secondes, grade 1. Est-ce qu'il est instable? Oui, vous allez le choquer sans délai. Même s'il n'est pas anticoagulé, ce n'est pas grave, l'urgence est au choc électrique externe. S'il est stable, vous allez voir s'il y a des facteurs favorisants, réversibles, sur lesquels vous pouvez jouer. Et bien sûr, ça fait partie du traitement symptomatique de la maladie, et limiter certains traitements, corriger les troubles hydroélectrolytiques. Si la FA est toujours présente malgré cela, vous pouvez choisir d'attendre, selon le risque à l'introduction des traitements, ou de faire du contrôle de fréquence pour viser à peu près 100-110 de fréquence cardiaque avec un traitement bêta-bloqueur si la fonction cardiaque du patient vous le permet,
ou bien contrôle du rythme, avec en première ligne l'amiodarone, grade 1. On aura plus de mal à utiliser les autres traitements dans les réa médico-chir. Pour l'anticoagulation, on évalue le risque hémorragique avec le score HS-BLED par exemple. Si vous faites une cardioversion urgente, les recommandations sont à l'administration la plus proche possible du choc d'une anticoagulation et on part pour minimum 4 semaines d'anticoagulation avec une consultation cardio au décours. Si la FA des novos dure moins de 24 heures, et on pourra discuter des délais, il n'y a pas de cut-off strict, l'anticoagulation peut être optionnelle, et ce d'autant que le score de Tchad-Vasque est bas. Si elle dure plus de 24-48 heures, vous allez introduire un traitement parentéral, une anticoagulation, puis un relais par AOD à la sortie à prévoir, pour une durée d'au moins 4 semaines, avec une consultation à la sortie, même si après 4 semaines, ce n'est pas grave, avec le cardiologue. Je vous remercie.